Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine qui chaque soir met l'actualité en débat sur BX1. C'est notre formule du vendredi avec un invité, une sélection des questions que vous nous avez envoyées et bien sûr on va passer ensemble en revue l'actualité de la semaine. Cette semaine on n'a pas avancé d'un pouce dans la confection d'une majorité à la région bruxelloise, on a même plutôt reculé puisqu'on parle maintenant d'installer un gouvernement minoritaire, mais même cette option-là n'arrive pas à se concrétiser. Notre invité est aux premières loges de toutes ces discussions. Avec 4 députés, son parti est celui qui pèse le plus lourd dans le collège néerlandophone. Il y a 2 semaines, elle co-animait une mission d'information qui avait presque permis de rapprocher les points de vue avant que le chaos ne s'installe à nouveau. C'est Elke van den Brand qui est avec nous. Bonsoir, Elke van den Brand, ministre de la Mobilité et des Travaux publics du gouvernement sortant. Aujourd'hui, ministre en affaires courantes, comme tous les ministres du gouvernement Verwoerd, chef de file pour Groen, le parti des écologistes néerlandophones. On va prendre une bonne partie de nos 25 minutes ce soir pour, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, soulever le capot des négociations, regarder un peu ce qui se passe dans le moteur et essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est si compliqué. Premier extrait que vous allez pouvoir commenter. Georges-Louis Boucher, c'était mardi matin dans Bonjour Bruxelles. C'est la seule chose qui reste aujourd'hui et je suis bien décidé à aller au bout parce que maintenant il y en a marre. Et donc aujourd'hui, vous savez, je lis les uns et les autres. Et donc vous allez vraiment explorer la piste d'un gouvernement minoritaire. Mais on ne va pas l'explorer, on va la travailler pour la mettre en œuvre. Donc c'est une volonté de votre part d'aller vers ça. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait quand même 10 mois qu'on est dessus. Donc je crois que maintenant, on a quand même tout élaboré. Alors à moins d'une révélation divine un matin pour l'un des éléments qui bloquent aujourd'hui, l'une des personnes qui bloquent aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourra faire autrement. Et donc on est en train de travailler pour constituer le groupe le plus large possible, mais qui effectivement vraisemblablement sera minoritaire du côté francophone. Voilà, gouvernement minoritaire, c'est la piste étudiée cette semaine. Vous êtes d'accord avec cette initiative, Elke van den Brand ? On respecte l'initiative qui est prise, mais j'ai beaucoup de questions. Je suis plutôt sceptique sur l'idée parce qu'on sait à Bruxelles, on doit faire des réformes. Pour ça, on a besoin d'un Parlement. Et ne pas avoir une majorité au Parlement comme gouvernement, ça vous affaiblit très fort. Et je ne sais pas si c'est la meilleure réponse aux enjeux pour Bruxelles d'aujourd'hui. Donc il y a un petit doute dans votre chef, si j'entends bien. Il y a un petit doute. Je suis toujours constructif. Avec Groen, on a toujours dit on sera là du côté des solutions. On n'a pas de veto, on n'a pas d'exclusif. On cherche des solutions. Mais j'avoue, ici, c'est une piste qui me pose beaucoup de questions. Il faut aussi démocratiquement avoir une majorité au Parlement. Ça donne aussi le pouvoir au gouvernement de prendre des mesures au nom de la population, au nom de vote, en respectant le vote de la population. Il y a 2 semaines, à la fin de votre mission d'information en duo avec Christophe de Boeckelaar, il manquait que 2 députés, les 2 députés de l'Open VLD, pour installer une double majorité, aussi bien dans le collège francophone que néerlandophone. On n'en parle plus du tout aujourd'hui. On est donc sur cette piste d'un gouvernement minoritaire dans le côté francophone. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il n'y a même pas la possibilité d'installer ce gouvernement. Il n'y a même pas le nombre de députés qui signeraient ou voteraient pour l'installation. On doit l'abandonner, cette piste, ou elle vit encore ce vendredi ? Mais pendant la mission dont vous faites référence, que j'ai menée avec Christophe de Boeckelaar, on a testé toutes les pistes pendant 3 semaines. On a eu plus de 40 réunions, dont la piste minoritaire. Donc celle-là, vous l'aviez étudiée aussi. Alors si on fait la conclusion que la seule piste, selon nous, qui était stable, qui est rapide et qui peut être mise en œuvre, c'est la piste qu'on a proposée avec les familles politiques, les libéraux, les socialistes, les centristes, plus Groen. Et comme ça, on a un gouvernement des majorités dans les 2 groupes linguistiques. Donc sans la NVA. Et c'est sans la NVA parce qu'on a constaté... Vous continuez de penser que c'est la seule piste ? Je continue à continuer parce que on peut reprocher l'un l'autre d'avoir des vétos, mais j'ai quand même constaté que le veto, c'est chez le PS, chez Ecolo, chez Défi, chez les PTB, pour aller avec NVA. Alors si on veut une majorité, il faut chercher une autre manière de faire des liens avec le fédéral, avec la Flandre, et je pense que c'est bien possible. Oui, donc ça reste votre piste privilégiée, votre travail d'informateur. Vous avez le sentiment qu'il a servi à quelque chose aujourd'hui encore, ou la copie est à la poubelle et on est reparti à zéro ? Non, je pense qu'on a au moins rétabli le dialogue qui n'était plus là. On a essayé de rétablir la confiance. Et je dois il y a du dialogue et de la confiance entre les partenaires aujourd'hui ? Pour l'instant, je sens entre les libéraux et les socialistes, la confiance est loin et difficile. Tout ce qui est dit encore ce matin dans vos émissions, je vois que les caricatures qu'ils font l'un de l'autre, c'est très dur. Mais c'est essentiel. Le Parlement bruxellois est composé comme les Bruxellois ont voté. Il y a une force axe
socialistes libéraux qui est nécessaire. Ce sont les deux partis la plus grande côté francophone, mais aussi au Parlement, leur nombre de sièges est le plus important. Donc ils doivent travailler ensemble. Que ce soit maintenant Georges-Louis Boucher qui soit quelque part informateur ou formateur de fait, parce que c'est lui qui est à la manœuvre. C'est pas un petit peu bizarre? C'est un élu du Hainaut, c'est pas un élu bruxellois? C'est un choix du MR. Le MR est le parti la plus grande. Donc les Bruxellois ont toujours eu la fierté de se gérer eux-mêmes, et c'est la première fois vraiment qu'on a un formateur non bruxellois. Pour l'instant, ça vous pose pas de problème? Voilà, j'ai des questions là-dessus. Je préfère que ce sont les Bruxellois, mais pour ce qui est important, pour l'instant, quelqu'un qui prend l'initiative. Et ça, il faut quand même dire que le MR a repris l'initiative. C'est important parce qu'après la mission d'information, on sentait qu'il y avait une certaine réticence chez tout le monde de reprendre l'initiative. Et je pense que c'est important de tester des scénarios, même si c'est un scénario sur lequel j'ai beaucoup de questions. Il y a un scénario qui est testé et on continue à chercher. On ne peut jamais lâcher ça. Alors cette initiative, elle a quand même essuyé beaucoup de critiques et de refus cette semaine. On en écoute une première de ces critiques. C'est Sophie Rony, présidente de Défi. La proposition qui est avancée par le MR, à savoir forcer le PS et la NVA à s'entendre, ce qui ne fonctionne pas depuis des mois et des mois, c'est tout d'abord un monstre à deux têtes pour les francophones qui représentent quand même 90% de la population bruxelloise. Tout d'abord parce que les francophones seraient ainsi minoritaires dans ce gouvernement, là où les néerlandophones seraient surmajoritaires, avec 4 postes au gouvernement. Et d'autre part parce qu'aussi on aurait la NVA au gouvernement, parti qui reste nationaliste et qui reste aussi anti-bruxellois. Il suffit de lire encore une fois l'accord de l'Arizona du gouvernement fédéral pour s'en convaincre. Alors, une question, Elke van der Brande. Est-ce que vous comprenez l'aversion d'une partie des francophones de Bruxelles à l'idée de travailler avec la NVA? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils se font des idées? Est-ce qu'ils sont dans la caricature? Ou est-ce qu'il y a un petit fond de vérité? Évidemment, pour Groen aussi, ce n'était pas le premier choix. On a longtemps travaillé, tout au début de la formation, en juin, en juillet, sur une formule avec CNLV au lieu de NVA. C'est parce que le VLD a dit on veut en tout cas et qu'avec le NVA qu'on était obligé à un certain moment de dire ok, la seule majorité néerlandophone qu'on peut composer, c'est celui avec NVA. Alors, je l'ai défendu, mais les réticences, leur programme pour Bruxelles, mais aussi au niveau leur programme au niveau du social, social-économique, c'est une partie qui est loin de nous. Et l'inverse aussi, Bart De Wever, leur présidente, il a encore dit pendant la campagne électorale qu'il préférait de sauter dans l'escaut que de travailler avec Groen. Alors, nous ne sommes pas des partenaires logiques, naturels, mais ici, je trouve, on est venu à une phase à Bruxelles où tout est bloqué, et c'est la raison pour laquelle on a dit avec Groen, on n'a pas de veto, et on va au moins discuter, défendre notre programme. Et c'est là où ça bloque, on a plein de veto de gauche à droite, des exclusifs, je ne peux pas sans lui, je ne veux pas qu'avec lui, et ça rend l'exercice impossible. Alors, il y a quand même un clivage entre francophones et néerlandophones qui est doucement en train de monter sur cette question-là. Autre réaction, on écoute Zakia Khattabi, chef de groupe Écolo au Parlement bruxellois. Écolo, théoriquement, c'est le parti frère ou cousin de votre formation Groen. Et vous allez entendre que Zakia Khattabi ne dit pas que des amabilités pour vous. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Hein. Je n'ai jamais défendu le gouvernement minoritaire. Mais dès le moment où les Flamands, sans aucun scrupule, eux-mêmes endossent le fait de minoriser la majorité, eh bien je dis aujourd'hui, il y a 2 scénarios sur la table. Soumettons-les au Parlement et on verra quel scénario recueille une majorité. Alors. Mais dès le moment où les Flamands, je trouve, dans le mépris le plus fort de la réalité bruxelloise, admettent d'être dans un scénario minoritaire, alors je plaide pour un autre scénario. Avant de répondre, je vais vous proposer 2 questions du public sur le même thème. Attention, elles sont un petit peu rudes. Joseph, d'abord, vous vous êtes fermement opposé à la proposition du PS de former un gouvernement minoritaire côté néerlandophone, et je trouvais que c'était à juste titre à l'époque, disait Joseph. Aujourd'hui, vous êtes prêt à monter dans un gouvernement minoritaire côté francophone. Est-ce que ça ne témoigne pas d'un grand manque de respect envers les Bruxellois francophones, dont certains ont voté pour votre parti, et en sachant que les francophones, c'est quand même 90% des Bruxellois? Et puis, autre question, Staf van Reet, pour nous, Bruxellois, Elke van der Brande est la chef d'une force d'occupation en territoire ennemi. Il va fort. Hein. Elle impose sa vision sociétale comme vision unique à tous les Bruxellois, alors que Groen n'a obtenu que 18 000 voix. Elke van der Brande gouverne la vie des Bruxellois avec 3,9% des voix seulement. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de paradigme? Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Alors, sur le dernier truc, alors moi je suis élue démocratiquement.
je suis d'accord que le système électoral avec 2 collèges sur un même territoire, c'est bizarre. Faire des listes bilingues, ça me paraît beaucoup plus logique et répondre à la réalité bruxelloise d'aujourd'hui. Ça permettrait d'avoir la fin de ce blocage du double collège. Peut-être qu'il y aura encore des blocages, mais au moins là, je pense que ça répondra aux enjeux des Bruxellois qui veulent voter pour une idéologie et pas pour une langue. Mais donc ça, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'abus du pouvoir de blocage que confère ce système de double collège aux partis néerlandophones? Mais on fait ici tous les néerlandophones, et je dis néerlandophones parce que souvent on dit les flamands, mais c'est Zach comme les wallons ne sont pas non plus, ouais, tu dois pas dire wallon à un bruxellois francophone, c'est le même pour les néerlandophones bruxelloises, on est fiers de notre identité bruxelloise. Je suis tout d'abord bruxelloise, je me sens vraiment comme ça. Je suis néerlandophone d'origine et je parle néerlandais avec mes enfants, mais ça c'est autre chose. Mais on n'est pas tous les mêmes. Et si on parle, par exemple, sur l'envie d'être avec NVA, je pense qu'encore plus que francophone, néerlandophone, c'est une question de progressistes conservateurs. Et c'est gauche-droite. Je pense que les partis francophones, comme MR et les engagés, ont fait un gouvernement fédéral avec l'NVA. Vous n'avez pas vu aucune sortie de presse de Groen qui montre un enthousiasme là-dessus. Et aussi maintenant, la proposition d'un gouvernement minoritaire, elle n'est pas faite par les néerlandophones. Elle est faite par les francophones. Et tous les partis néerlandophones ont exprimé quand même une certaine crainte. Ça vous gêne un petit peu? Moi, je trouve ça pas... Comme j'ai dit au début, je suis très sceptique sur l'idée d'aller avec une minorité au Parlement, notamment parce qu'il faut respecter la démocratie et les choix des électeurs. Mais c'est le premier parti francophone, le MR, qui a repris l'initiative au moment où les autres ne prenaient pas l'initiative pour essayer une piste. Alors, je suis constructive dedans, mais ce n'est pas ma formule que j'ai imposée. La formule que j'ai proposée est celui avec Christophe de Beukelaar, avec les familles politiques. Sans la NVA. Pourquoi est-ce que la NVA côté néerlandophone et le PS côté francophone sont devenus finalement des épouvantails? Parce qu'on va dire la vérité, il n'y a pas beaucoup de partis néerlandophones qui ont envie de travailler avec le PS non plus. Il y a une certaine caricature qui existe aussi du parti PS, surtout en Flandre, et on a 2 opinions publiques avec 2 mondes médiatiques, et c'est plutôt rare qu'un néerlandophone comme moi ici vienne dans un studio francophone, et l'inverse. C'est qu'à Bruxelles que les 2 mondes se croisent. Et là, on voit quand même qu'on se voit, le regard qu'on a des partis est très différent dans les 2 côtés du frontière linguistique, et que les médias y jouent un rôle. Et c'est pour ça que je vous salue d'inviter assez systématiquement les néerlandophones. L'inverse n'est pas souvent fait. Oui, il y a plusieurs acteurs dans ce qui est en train de se passer à Bruxelles. Il y a Georges-Louis Boucher, il y a Frédéric de Gucht pour l'Open VLD, il y a Ahmed Laoueche pour le Parti socialiste. Il y en a un de ces 3-là dont vous vous dites il est facteur de blocage, vous n'allez pas vouloir me le dire sur un plateau de télé? Je pense que c'est ceux 3 partis ensemble en vacances pour trouver une solution. Les restes suivra pour être partie de la solution. Alors, il y a une grosse partie du blocage qui se retrouve. C'est entre eux 3. La famille libérale a quand même imposé aussi certains exclusifs. Il fallait que les maires, avec les engagés, je peux encore l'entendre, pas PTB, pas Team Fouattaïdar, ça doit être avec l'NVA. Alors, ça ne laisse pas beaucoup de formules ouvertes. Et le PS, de son côté, a mis un veto contre le PS qui est très dur. Alors, on ne peut pas faire un puzzle avec ça. Ils doivent s'entendre et trouver des conditions dans lesquelles ils peuvent lâcher leurs exclusifs. Vous êtes raisonnablement optimiste ou plus trop maintenant? Est-ce qu'on peut avoir un gouvernement d'ici l'été ou à l'automne? C'est quelque chose d'envisageable ou on est en train de passer complètement à côté? Je suis de nature très optimiste, mais pour l'instant, je suis très frustrée. Et j'ai même, voilà, les Bruxellois me parlent aussi, disent mais c'est scandaleux, c'est honteux, et je partage le sentiment. On n'a même pas discuté sur un projet de fond. On discute, c'est qui va avec qui. C'est comme un cours de récré, j'aime pas celui-là, je vais avec celui-là. Avec Groen, on a fait une campagne pour avoir un mandat. Il y avait une contre-campagne du MR et du PS, mais ça ne m'empêche pas de dire ok, mais je vais quand même avec eux parce que je veux me battre pour mes idées, je veux les défendre, mais partons des idées, du programme et dépasser un peu ce jeu qu'on est maintenant dedans. Alors, ce blocage dans la formation du gouvernement, ça n'empêche pas le Parlement de travailler. Aujourd'hui, ce Parlement doit confirmer en séance plénière le vote d'une ordonnance qui permettrait à l'avenir d'obtenir d'un juge de paix la révision d'un loyer s'il est considéré comme abusif. On va écouter Olivier Willox du Mouvement réformateur et Nawal Benamou du Parti socialiste. C'était ce matin sur notre antenne et ils étaient en forme. En fait, dans la hiérarchie des normes, je pense que cette semaine, on aura probablement l'encadrement des loyers tellement mal fait qu'il est idiot. Et on aura eu Trump sur les taxes, les droits de douane. Je veux dire, c'est du même niveau. C'est du même niveau. Alors, c'est pas la même échelle mondiale, évidemment. Mais les conséquences pour les Bruxellois seront les mêmes. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle est mal rédigée, cette ordonnance? Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est mal rédigée. C'est juste des gens qui disent on veut montrer que la gauche aujourd'hui est forte à Bruxelles et capable de voter un texte et tout. Le problème, c'est que quand vous avez la majorité des loyers qui seraient probablement aujourd'hui considérés comme abusifs, vous tuez votre marché. Ça veut dire que la grille est mal faite.
Mais la grille est non seulement mal faite, mais tout le monde le reconnaît. Vous savez, il y a des auditions qui ont été faites au Parlement, il y a des experts que j'avais mandatés à l'époque pour revoir la méthodologie. Pour vous, elle est juste, la grille. Pour revoir la méthodologie de la grille, et il n'y a aucune critique de la part de ces experts-là qui disent que la grille aujourd'hui n'est pas assez représentative. Vous savez, les personnes que je rencontre aujourd'hui, c'est même la classe moyenne, ce qui n'était pas le cas il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, la classe moyenne vient nous dire on n'arrive plus à se loger à un prix abordable. Et là-dessus, où est la droite? Là-dessus, où sont les mesures du MR pour permettre aux gens de rester à Bruxelles et de loger à un prix abordable? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Elke van den Brand, c'est une question de fond, cette question d'encadrement des loyers, ou c'est une question de stratégie, de positionnement politique et de démonstration qu'il y a un bloc et un autre? Mais ici, on parle d'une thématique pendant des années au sein du gouvernement a été établie. Alors, ce n'est pas nouveau qu'il y ait un débat là-dessus. C'est logique parce qu'on parle de comment gérer. Je pense qu'on peut tous être d'accord que le taux des loyers à Bruxelles est très élevé. Trouver un appartement à un prix abordable, c'est super difficile et ça met en péril beaucoup de familles à Bruxelles. Alors, y agir, je trouve que c'est une responsabilité de fond. Comment y agir? Moi, je défends la proposition que Mme Benamou a faite et je sais qu'elle a travaillé pendant des années pour l'établir, pour la mise en œuvre. Donc pour vous, c'est une bonne proposition avec un bon cadastre des loyers au départ. La base de données est correcte, on peut s'appuyer dessus? Mais c'est comme elle a dit, elle a travaillé pour encore adapter le base des cadastres. Il faut quand même dire, c'est pas le grille de loyer n'est pas le grille définitif des prix. Alors les locataires sont prêts, ceux qui mettent en location. Il faut dépasser de 20% pour avoir le droit de saisir et là, il y a encore un juge. Alors, ça vous donne juste quand vous avez un bien qui est loué à un prix vraiment abusif, d'aller vous défendre et d'aller vers un juge et d'avoir un instrument pour voir est-ce que c'est réellement abusif ou pas. Il y a encore un jugement qui est fait. Alors, je pense que c'est pas le plus radical du monde, c'est vraiment faire en sorte qu'on a un instrument pour défendre ceux qui sont sur un marché locatif très difficile avec des prix qui sont parfois abusifs, pas tout le temps, mais parfois. Et au moment où on enregistre cette émission, le vote n'a pas encore eu lieu, mais j'imagine que Groen doit voter en faveur de l'ordonnance. On va parler mobilité avec la question du métro 3, si vous voulez bien. Est-ce que la situation budgétaire critique de la région bruxelloise est telle qu'on doit dire aujourd'hui l'extension du métro 3, en tout cas la partie vers Schaerbeek et vers, c'est plus le moment, on verra plus tard ou peut-être qu'on verra jamais? Sauf s'il y a des sources externes financières. On a toujours dit plus de transport en commun à Bruxelles, j'en suis pour. C'est le fédéral ou c'est le privé? Le fédéral, le privé, ils ne vont pas donner de l'argent, ils veulent aussi un retour en investissement. Alors, on a toujours regardé le fédéral, on a plaidoyé avec tous les partis au sein de l'ancien gouvernement pour une augmentation de le fonds Belliris, le fonds qui donne des budgets de la fédérale pour des projets très larges à Bruxelles. Il y a une réduction de ce fonds, alors ça rend encore plus complexe l'exercice. Dès qu'on a un gouvernement, on va sans doute négocier, mais sans des sources externes supplémentaires, c'est impayable. Oui, c'est impayable. Ça veut dire qu'on va devoir l'abandonner, sauf s'il y a un miracle qui vient du fédéral. Soyons clairs, Elke van den Brand, le miracle avec la NVA, il ne viendra pas. Il y a ceux qui croient que si on prend l'NVA à la majorité et qu'il y a beaucoup d'argent supplémentaire pour Bruxelles, je ne fais pas partie d'eux. J'ai vu qu'il y a des économies qui ont été faites dès le NVA est arrivé. On doit renoncer au métro 3 pour être très clair. Si on ne trouve pas des sous supplémentaires, oui, on parle ici d'un projet qui coûte vers 5 milliards d'euros. On a un budget annuel de Bruxelles qui va de 6 à 7 milliards d'euros. Alors, on ne peut pas porter ça tout seul à Bruxelles. Et les 5 milliards, ce n'est pas sur une année, c'est sur plusieurs années. Mais c'est lourd pour la région. Et surtout, un métro, ça sert aussi à tous les naveteurs, à donner des alternatives pour les touristes. Alors, ça donne aussi une ampleur à tous les pays. Alors, demander aux autres régions, comme c'est aussi fait dans les autres pays, où l'État fédéral cofinance le projet est une option, mais j'avoue que pour l'instant, vu les décisions de l'Arizona pour Bruxelles, je suis devenue très sceptique. Alors, on va prendre encore quelques questions d'auditeurs. On doit vous dire quand même qu'on a reçu beaucoup de messages hostiles sur votre politique de mobilité. Je vous propose une question de François Marlier. Trop d'anarchie avec les cyclistes et les deux roues électriques qui se croient sur un circuit de vitesse dans l'espace public et qui ne font plus du tout attention aux piétons. C'est un danger permanent. Il a raison de souligner ce problème? C'est la raison principale pourquoi il faut séparer les piétons et les cyclistes en donnant une infrastructure sécurisée aux cyclistes. Et ça manquait fort à Bruxelles. Et pendant des décennies, on a essayé d'augmenter le rythme pour mettre des pistes cyclables. Et évidemment, chaque fois qu'il y a une nouvelle piste cyclable, il faut le mettre quelque part. Il y a toujours une discussion sur l'empreinte de l'espace public. Mais faire en sorte qu'un vélo électrique qui roule à 20-25 à l'heure n'est pas sur le même
place que le piéton qui marche à 4-5 à l'heure, c'est logique. Mais pour ça, il faut faire des choix qui sont parfois difficiles pour réorganiser notre espace public. Alors, autre question. Pourquoi la place Schumann est-elle rénovée pour 25 millions d'euros? Qui voulait vraiment ça? Qui attend un aménagement aussi laid, nous dit l'internaute? Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cet argent pour, par exemple, aider ceux qui ont été pénalisés par la période de la Covid-19? Alors, évidemment, cette place est demandée fort par les institutions européennes. C'est le cœur du quartier européen qu'on peut loger les institutions européennes à Bruxelles. C'est très important pour notre économie, mais aussi pour l'ampleur, pour la vision de notre ville. C'était fort demandé. Les travaux ne sont pas encore finis. Il faut que ça soit... Maintenant, c'est un chantier. Alors oui, c'est l'aide pour l'instant, mais le but, c'est d'en faire vraiment une place emblématique. Il y a toujours un débat, c'est où investir l'argent. Ce n'est pas que dans les espaces publics, mais avoir un espace public attractif à Bruxelles, pour moi, ça vaut quelque chose. Vous l'assumez. Je voudrais que vous posiez une question de fond sur ces questions de travaux publics ou de mobilité. Imaginons que les négociations commencent et qu'on peut parler du fond et pas uniquement de qui est autour de la table. Pour la prochaine législature, vous avez des projets en matière de mobilité, des conditions pour pouvoir participer au prochain gouvernement? Il faudra du budget pour des pistes cyclables, il faudra d'autres projets. Vous voulez quoi, Elke van den Brand? Oui, moi j'ai demandé un mandat aux électeurs, je vais la défendre évidemment pour les électeurs que je représente. Les priorités, comme je disais tout à l'heure, l'espace public, la plupart des Bruxellois n'ont ni jardin ni terrasse et sortir chez eux, ça sent parfois pas très bien accueillant. Alors, faire en sorte que l'espace public sent comme chez soi, qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie d'y rencontrer ses voisins, c'est ça le but où je veux aller. Alors, il faut travailler sur le réaménagement d'espace public, plus de place, plus de verdorisation, des petits bancs, des aires de jeu, mais aussi faire en sorte qu'au niveau de mobilité, il y a une sécurité, qu'on ose envoyer nos enfants en sécurité à l'école. Alors, ça sont des choses pour lesquelles je vais me battre. Est-ce que ça veut dire qu'on remet... On va en discuter. Est-ce que ça veut dire qu'on relance Good Move? Vous savez que ça n'a pas très bonne presse pour une partie du public. Mais les ambitions que je viens de définir, c'est un espace public agréable, qualité, sécurité routière, qualité d'air, rendre Bruxelles une ville attractive, ça, ce sont les ambitions que je continue à défendre. S'il faut adapter des méthodes, j'ai toujours été ouvert et je reste ouvert pour dire, OK, est-ce qu'on peut faire autrement, mieux? Ça, évidemment, c'est un débat. Mais continuer à mettre... Et il faudra du budget pour qu'il y ait des aménagements dans la ville? Mais la plupart des budgets de mobilité, pour l'instant, va au transport en commun. Et je défendrai la STIP. La STIP, c'est un des produits des qualités de Bruxelles dont on peut être fier, qui est mieux que dans les autres régions. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent qui permet les Bruxellois à se déplacer en liberté. Alors oui, pour certains éléments, je vais défendre de continuer d'investir et d'avoir un budget circonstancié. Alors, je voudrais qu'on termine peut-être par une information positive, si vous voulez bien, Elke van den Brand, cette émission, avec le permis d'environnement qui a été délivré pour le réaménagement de la place Mézère. Alors on va voir une image du projet, c'est ce à quoi ça devrait ressembler dans le futur. On voit qu'il n'y a plus de ronds-points, à la place il y a 2 grands carrefours avec théoriquement des feux synchronisés et puis un site propre pour les trams et puis des pistes cyclables. Est-ce que ça va être fluide, plus fluide qu'aujourd'hui, plus fluide qu'aujourd'hui pour tout le monde, y compris pour les automobilistes? Est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui cet engagement? Je peux prendre cet engagement. On a fait des études de mobilité. Ce n'est pas un projet qui est fait sur quelques semaines. On a travaillé des années sur ce projet parce qu'on sait tous aucune personne aime se placer à pied, à vélo, mais non plus les automobilistes. Tu dois faire ton examen pour ton permis. Tu espères que tu ne dois pas passer là parce que c'est très illisible. Les automobilistes ne savent pas où aller. Ça prend beaucoup d'espace, des espaces qui est parfois un peu inutile. Alors la rendre plus logique, plus intelligente, donner plus d'espace aux piétons, cyclistes, mais aussi pour les voitures et d'être plus clair où ils peuvent aller, ça va rendre la vie pour tout le monde plus agréable. On parlait de faire passer les trams en souterrain, de creuser un tunnel. C'est abandonné cette idée-là? Non, ce projet reste dans le projet pour le futur, c'est sur l'axe Lambermont. Alors le projet qu'on a maintenant pour Mézère, c'est vraiment sur le tronçon de la rond-point et l'axe sur le Lambermont. On a des projets pour Lambermont et sur Reyers. Là, il reste l'ambition de creuser un tunnel pour les trams, parce qu'ils sont souvent coincés pour sur ce carrefour-là. Ligne 7, si je ne me trompe pas. Ça pourrait plus tard passer en souterrain si on a des sous. Quand est-ce qu'ils commencent ces travaux? Est-ce qu'il faut qu'on ait un vrai gouvernement pour pouvoir les lancer ou pas? On a surtout besoin d'une coordination des chantiers. Je viens de dire, il y a aussi des projets à Reyers et à Lambermont. Il faut une bonne coordination, que pas tout est au même moment en chantier. Alors, je n'aime pas donner une date quand je ne suis pas sûre. Je sais que la commission de coordination de chantier a tous les experts pour bien planifier et selon leurs avis et recommandations, on va planifier. Et dès que j'ai une date, on va le communiquer aux habitants. Mais donc, ce n'est pas pour la semaine prochaine? Non. On aura un gouvernement avant que les chantiers commencent?
Ça dépend comment on avance avec la formation. J'aimerais dire oui, parce que je veux qu'il y ait vite un gouvernement en plein exercice. On en a besoin, Bruxelles en a besoin, et Bruxelles mérite mieux que l'impasse dont on est actuellement. Merci beaucoup, Elke van den Brand. Merci d'avoir été notre invité et d'avoir pris le temps de commenter ce qui se passe au niveau de ces difficiles négociations bruxelloises. Lundi matin, on recevra Mathieu Billet dans notre matinale. Mathieu Billet, c'est le nouveau ministre fédéral en charge de l'énergie. J'imagine que c'est un interview que vous suivrez, Elke van den Brand. Ça devrait vous intéresser. Merci d'avoir suivi Plus d'actu et on se retrouve donc lundi. Passez un excellent week-end.